Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure médulaire, qui est aussi appelée la lésion médulaire. En anglais, on utilise le terme spinal cord injury pour parler de ce sujet-là. Donc ça peut être utilisé dans plusieurs documents qui en parlent de façon informative ou plus de recherche. Pour ce qui est de la définition, là, je vous en ai mis une qui est très complète, mais en gros, c'est comme c'est une blessure à la moelle épinière, donc colonne vertébrale, et puis ça peut être d'origine traumatique ou non, selon les circonstances. Puis selon le niveau qui est touché, ça peut affecter différentes fonctions, donc il peut y avoir différentes atteintes selon le niveau de la colonne vertébrale qui est touchée. Il y a plusieurs sigles qui sont utilisés en lien avec la blessure médulaire. Donc, je les ai mis ici, si jamais ça vous intéresse, là, parce que c'est beaucoup utilisé quand même. Mais en gros, c'est vraiment juste, admettons que la lésion médulaire non traumatique, c'est LMNT, et etc. Donc, pour ce qui est de l'épidémiologie, on compte plus de 85 500 personnes au Canada qui vivent avec une lésion médulaire. Et parmi ceux-là, il y en a en fait plus de la moitié, donc 44 000 qui vivent avec une lésion médulaire traumatique. Je vous ai mis aussi d'autres petites statistiques. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Donc, j'ai mis ici aussi les principales causes de la LM, donc la lésion médulaire. Les principales causes qui sont d'origine traumatique, donc associées à une blessure, à un choc, qui ne viennent pas donc d'une maladie ou autre, vous allez comprendre, c'est accident de la route. Ensuite, il y a les chutes qui sont de plus en plus présentes chez les aînés, surtout que leur nombre grandit à chaque jour, comme on sait. Ensuite, il y a les accidents liés aux activités sportives et récréatives, comme de la plongée en eau peu profonde ou certains sports là, qui peuvent entraîner des blessures. Ou sinon, le fait d'avoir été victime d'actes de violence ou d'une agression, par exemple, quelqu'un qui va tirer une balle à une autre personne et cette personne-là va, comme résultat, avoir une lésion médulaire traumatique. Donc, les causes que je viens de dire, c'est quand même 92% des causes, donc ça résume assez bien. Sinon, il y a les catastrophes naturelles, les accidents liés au travail, ça aussi, ça peut être traumatique, d'origine traumatique. Et ce qui est non traumatique, en fait, pour mieux comprendre le terme traumatique, c'est plus qu'est-ce qui va venir de des maladies, de des infections, c'est des complications aussi. Donc, par exemple, la sclérose en plaques, puis aussi les tumeurs ou les cancers ou des malformations là, qui seraient là depuis la naissance, donc congénitales. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça aussi éventuellement dans le document. Là, j'ai mis un beau petit tableau de justement quel niveau de la colonne vertébrale va amener quelles atteintes, en fait. Donc, ça peut aller de la paralysie des mains seulement, par exemple, à tout ce qui est vraiment en bas de la ceinture. Ou vraiment, là, il y a plusieurs possibilités. Donc, je les ai bien énumérées dans le tableau, si jamais ça vous intéresse. C'est quand même spécifique, c'est pour ça que je ne l'aborde pas beaucoup. Donc, ce que ça va affecter, le fait d'avoir une lésion médulaire, ça amène certaines incapacités. Donc, là, moi, j'ai seulement mis les principales, mais c'est sûr que par rapport à la respiration, ça peut amener vraiment des difficultés, surtout si on a été atteint au niveau cervical ou sinon au niveau plus des poumons, donc thoracique. Donc, c'est sûr que justement, si on a une blessure au niveau du thorax, ça peut vraiment amener des difficultés à respirer. Donc, il y a quand même toute une réadaptation là, qui peut avoir lieu par rapport à ça. Puis, on peut utiliser un ventilateur, à l'hôpital, le temps d'aider à reprendre le souffle par soi-même, si possible. Donc, il y a aussi les activités liées à la digestion. Donc, encore une fois, ça peut être le fait d'avaler ses aliments ou autre chose comme ça. Mais c'est vraiment là, ce qui est difficile un peu, compliqué avec la blessure médulaire, c'est que selon la région qui est atteinte, il peut avoir une foule de possibilités où la personne va justement avoir des difficultés ensuite. Donc, la digestion, ça peut dépendre, ça peut vraiment être juste au fait, ça peut être lié vraiment à la digestion en tant que telle, ou ça peut vraiment être juste le fait, admettons, de pouvoir mâcher ses aliments puis de les avaler. Donc,
Il y a vraiment plusieurs possibilités, mais encore ici, il y a vraiment une réadaptation, puis souvent, on va utiliser un type d'alimentation le temps que ça reprenne, puis que ça soit quand même acceptable, parce qu'il faut que la personne s'alimente, veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'excrétion aussi? Donc, ne plus ressentir le besoin d'aller à la selle si on n'est pas capable de sentir le bas de son corps, par exemple, ou ne plus ressentir le besoin d'uriner. Donc, on peut utiliser une sonde vésicale à ce moment-là, le temps qu'il y ait une réadaptation là, qui soit faite, puis que ça soit adéquat. Donc, aussi, j'ai mis une petite citation. Donc, l'atteinte à l'intégrité de la moelle épinière ou thyracine qui interrompt ou ralentit la conduction nerveuse peut mener à un mauvais fonctionnement des fonctions urinaires et fécales. Donc, ça résume très bien. Et puis, prochaine chose, ça va être les activités motrices. Donc, tout ce qui est les déplacements. C'est sûr que si on n'est plus capable de marcher, on n'a plus de sensation dans nos jambes, c'est ça. Donc, c'est affecté à ce moment-là. Puis, ça peut aussi être juste de faire des transferts. Admettons que on veut juste se transférer d'un fauteuil roulant au lit ou d'un certain endroit, juste aller à la toilette aussi, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs mouvements qui peuvent être difficiles. Ça peut être au niveau du cou, ça peut être juste le fait d'avoir des contrôles sur certains membres. Donc, encore ici, il y a plusieurs possibilités de difficultés là, qui pourraient survenir suite à une blessure médulaire. Puis aussi tout ce qui est lié à la reproduction. Donc, justement, il y a beaucoup d'altérations de la fonction sexuelle qui peuvent avoir lieu. Donc, que ça soit simplement de sentir n'importe quoi en bas de la ceinture, le fait d'atteindre un orgasme, d'avoir une capacité à maintenir une érection chez les hommes, ou juste des changements qui seraient liés aux menstruations des femmes, mais donc aussi de leur fertilité. Donc, il y en a qui pourraient peut-être ne plus avoir d'enfants après ça. Donc, si c'était dans leur plan, ça peut quand même affecter beaucoup leur vie. Pour ce qui est des manifestations cliniques et des symptômes, ça, c'est un très beau résumé. Donc, perte de mouvement dans certains membres du corps, perte de sensation, perte de contrôle de la vessie ou des sphincters, donc des mouvements intestinaux, des réflexes exagérés ou des spasmes, des changements dans la fonction sexuelle, la sensibilité sexuelle et la fertilité. Ça va être des symptômes aussi. Et finalement, le fait d'avoir des douleurs dans certains membres ou une sensation intense de picotement ou presque même de brûlure, si je peux dire. Donc ça, c'est ce que j'ai vu qui a été décrit aussi. 2 ouvrages qui seraient pertinents. Donc, premièrement, il y a Understanding the Spinal Cord Injury, What You Should Know About Spinal Cord Injury and Recovery. C'est quand même un PDF de 20 pages, puis ça a été fait par le Shepherd Center, qui est un centre de réadaptation pour les personnes qui ont subi spécifiquement une blessure médulaire. Et puis, ça explique très bien la condition, puis le processus de réadaptation qui est lié dans des termes très accessibles, admettons, pour des futurs éducateurs spécialisés. Sinon, il y a lésions médulaires traumatiques et non traumatiques, analyse comparative des caractéristiques des soins de services de réadaptation au Québec. Un PDF de 62 pages quand même, mais il y a quand même des sections très pertinentes, dont la section discussion, puis conclusions et recommandations. C'est vraiment bon parce que ça parle justement des soins et des services au Québec. Et puis, ça peut donner quand même des bons conseils ou simplement nous informer sur des choses qui sont quand même importantes à savoir si on travaille avec des personnes qui sont blessées médulaires. Pour terminer, j'ai mis quand même une liste de quelques ressources et d'organismes québécois qui sont en lien avec la lésion médulaire. Donc, il y a Adaptavie que plusieurs doivent connaître déjà. Donc, c'est ça. Là, j'ai mis des descriptions. Vous pourrez les regarder par vous-même. J'ai aussi mis les sites Internet qui correspondent aux divers organismes que j'ai mis. Donc, il y a aussi l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg. Là, celle-là, je vais plus vous la résumer. En fait, il y a plusieurs services qui sont donnés, mais il y a entre autres des activités de loisirs. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai vu qui a fait que je l'ai mis dans ma liste, c'est que c'est vraiment à ce niveau-là que ça va répondre aux besoins surtout.
Donc, beaucoup des activités sociales, de loisirs qui vont aider au développement de la personne. Ensuite, il y a l'Association de loisirs pour personnes handicapées de la capitale nationale. Ça ressemble un peu au même type de service de la PHC que je viens de nommer. Ensuite, il y a le Carrefour familial des personnes handicapées. Ça, c'est vraiment plus axé sur la défense des droits des personnes handicapées, pardonnez-moi. Il y a le Club social des handicapés de Québec. Même si le terme handicapé en tant que tel ne devrait pas être utilisé, à mon avis, c'est plus personnes handicapées, ben quand même ça existe, c'est quand même connu. Et puis ça aussi, ça offre plus des activités de loisirs comme des quais, des soirées récréatives, des soirées dansant, des soupers, etc. Ensuite, il y a le comité d'action pour les personnes vivant des situations de handicap. Ça également, encore une fois, c'est axé vraiment sur la défense puis la promotion des droits de la personne, des personnes ayant une déficience motrice. Ensuite, il y a la Croisée, qui est un organisme aidant les personnes qui ont une déficience physique à intégrer ou réintégrer le marché du travail. Donc, ça peut toujours être utile, surtout pour les personnes qui auraient, admettons, subi un accident, donc puis qui auraient une lésion médulaire et des incapacités suite à cela. C'est sûr qu'avec toute la réadaptation, il y a aussi parfois le fait de devoir se réintégrer au marché du travail, puis peut-être même trouver justement un autre emploi selon les incapacités qui surviennent ensuite. Dernièrement, on le sait, les divers CLSC de Québec offrent plusieurs services, dont les rencontres psychosociales avec des travailleurs sociaux ou des intervenants. Puis aussi, il y a toujours la possibilité de rencontrer un médecin ou une infirmière, un infirmier, si la personne a des préoccupations spécifiques liées à sa santé, parce que, veut pas, une déficience physique, ça peut parfois causer plus de préoccupations à ce niveau-là. Donc, c'est tout pour moi. Passez une bonne fin de journée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là utile. Donc, je vous invite à consulter le document là, pour plus d'informations. Merci.